On est à Rabat, 24 janvier 2026. C'est la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal, le tenant du titre, qui affronte le Maroc, pays hôte. Un stade en fusion. Le match est un combat, vraiment, une guerre de nerfs. Et puis, à la 94e minute, le soulagement d'un côté, le drame de l'autre. Le Sénégal marque 1-0. Terminé. Les Lions de la Teranga gardent leur titre. C'est une joie immense, une performance sportive incroyable. Mais voilà, quelques instants plus tard, pendant que les confettis tombent, il y a cette annonce officielle de la Confédération africaine de football. Et là, c'est la douche froide. Le prix du fair play du tournoi est décerné au Maroc. Honnêtement, pour quiconque a regardé le match, la décision semble surréaliste. Elle sort de nulle part. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui est simple. Pourquoi ? C'est la question centrale. Et ce qui ressort de nos sources, c'est que ce n'est pas une simple erreur de jugement. Ce n'est pas non plus un geste de consolation un peu maladroit. Non, cette décision, elle est le symptôme de quelque chose de bien plus profond. Elle nous révèle des dynamiques de pouvoir en coulisses, à la croisée du sport, de la politique et, oui, de la finance. Ce qu'on va faire, c'est décortiquer la mécanique qui a mené à ce paradoxe. D'accord, alors commençons par le plus simple, le terrain. Pour bien comprendre l'absurdité de ce prix, il faut revenir sur ce qui s'est passé pendant le jeu. Un des articles qu'on a lus parle du Towel Gate. Ça sonne un peu anecdotique, mais de quoi s'agit-il exactement ? Le nom peut prêter à sourire, c'est vrai, mais la stratégie derrière, elle, était tout sauf drôle. C'est une tactique de déstabilisation, à la fois logistique et psychologique. Concrètement, pendant toute la phase à élimination directe, les gardiens de but adverses ont été ciblés. En demi-finale, par exemple, le gardien du Nigeria, Stanley Nwabali, s'est fait voler ses bouteilles d'eau et sa serviette par des ramasseurs de balles juste avant les tirs au but. Attendez, ramasseurs de balles ? On parle de gamins pour la plupart. Est-ce que les sources suggèrent qu'ils ont fait ça d'eux-mêmes, par excès de patriotisme, ou est-ce qu'il y avait une consigne ? C'est là que ça devient troublant. Ce schéma s'est répété en finale, mais de manière encore plus flagrante. Le gardien du Sénégal, Edouard Mendy, a subi exactement le même traitement. On a des images, c'est très clair, des ramasseurs de balles qui lui arrachent littéralement sa serviette des mains pour l'empêcher de sécher ses gants, de sécher le ballon avant un dégagement. Dans un match aussi tendu, ce n'est pas un détail. Non, c'est une tentative de sabotage, pure et simple. C'est ça, l'intention est évidente. C'est fou. Et sur le terrain, l'arbitre, il fait quoi ? Il ne dit rien ? On laisse passer ça en finale de la CAN ? Très peu de réactions. Et c'est là que c'est fascinant. Ce n'est pas juste deux bonnes guerres, comme on dit. C'est une violation manifeste des articles 82 et 83 du Code disciplinaire de la CAF. Les textes sont formels. L'association hôte, donc la Fédération marocaine, est responsable de l'ordre et la sécurité. Ça inclut le comportement des ramasseurs de balles. Donc, en ne les contrôlant pas. Et potentiellement en les briefant, comme le suggèrent les sources, l'organisateur a manqué à une obligation fondamentale d'équité. Et ça ne s'arrête pas aux gamins. On a vu des joueurs majeurs sur le banc, je pense à Achraf Hakimi, haranguer les ramasseurs, les encourager. Ça donne vraiment l'impression d'une stratégie d'équipe assumée, un 12e homme, mais un 12e homme qui est là pour nuire, pas pour supporter. Exactement, c'est une tactique d'usure. Le but, c'est de faire sortir l'adversaire de son match, de créer de la frustration, de le pousser à la faute. Et face à ça, le plus choquant, ce n'est pas tant l'acte en lui-même, que le silence qui a suivi. Le silence de l'arbitre, tu veux dire, ou un silence qui vient de plus haut. Parce que le président de la FIFA, Gianni Infantino, était en tribune quand même. C'est précisément là qu'on touche au cœur du problème. Le deux poids, deux mesures des instances dirigeantes. Gianni Infantino a réagi, oui, mais de manière très très sélective. À un moment, en prolongation, l'équipe sénégalaise, excédée par un pénalty très litigieux, sifflé pour le Maroc, sort brièvement du terrain en signe de protestation. Ça dure quelques secondes. Et là, Infantino a réagi. Immédiatement, et de manière virulente. Il a qualifié ces scènes d'inacceptables. D'accord, donc il condamne la réaction des Sénégalais, mais pas un mot sur les 90 minutes de provocation qui ont mené à ça. Le towel gate, les tensions, tout ça, c'est passé sous le tapis. Un silence assourdissant, total. Et cette indignation à géométrie variable, elle est extrêmement révélatrice. La protestation du Sénégal, ce n'est pas un caprice, c'est la conséquence d'un sentiment d'injustice qui s'accumule. En ne condamnant que la conséquence et jamais la cause, la FIFA envoie un message très clair. Il y a des règles pour certains, et une certaine tolérance pour d'autres. C'est une lecture assez forte.
On pourrait pas juste se dire que c'était une mauvaise gestion du moment, une erreur de com. Est-ce que les sources font un lien direct entre cette indulgence et une volonté de protéger le Maroc? Ah oui, absolument. Et elles le font en s'appuyant sur un précédent très important. Un précédent qui a, en quelque sorte, conditionné tout l'arbitrage du tournoi. Il faut revenir 6 mois en arrière. Finale de la CAN féminine. Le Maroc la perd aussi. Suite à cette défaite, la fédération marocaine dépose des plaintes officielles très virulentes sur l'arbitrage. D'accord. Et quelques semaines plus tard, le directeur des arbitres de la CAF, un Ivoirien, est tendu de ses fonctions. Discrètement, sans explication publique. Waouh. Le message envoyé aux arbitres pour la compétition masculine qui suivait était donc à peine voilé. Il était limpide. Sifflez contre le pays hôte et votre carrière est en danger. Ça crée un climat de peur, d'autocensure. Un arbitre, dans ce contexte, avec cette épée de Damoclès, n'est plus totalement libre. Il ne s'agit plus seulement d'interpréter les règles du jeu, mais de survivre politiquement. D'accord. Là, l'image devient beaucoup plus claire. On a une pression sur le terrain, une pression sur les arbitres, ce qui nous amène à la question de fond. Pourquoi ? Pourquoi la FIFA et la CAF auraient-elles un tel intérêt à protéger le Maroc, au point de tordre la réalité avec ce prix du fair play ? Les sources pointent vers deux choses, l'argent et l'influence. Pour comprendre cette influence, il faut s'intéresser à un homme qui l'incarne, Fouzi Lekja. Son profil est unique. Et il est absolument central dans toute cette histoire. Il cumule les casquettes à un niveau qu'on a rarement vu. C'est-à-dire ? Fouzi Lekja est, primo, le président de la Fédération royale marocaine de football. Secondo, il est ministre délégué chargé du budget au sein du gouvernement marocain. Attends. Ministre du budget ? Oui, et tertio, il est un membre puissant et très écouté du Conseil de la FIFA, l'organe qui prend toutes les décisions pour le football mondial. Mais c'est plus un conflit d'intérêts à ce niveau, c'est une fusion totale. L'homme qui tient les cordons de la bourse de l'État marocain est à la même table que ceux qui décident de l'avenir du foot mondial. Comment c'est seulement autorisé ? C'est une excellente question, et elle est au cœur de nombreuses critiques sur la gouvernance de la FIFA. Mais ce n'est pas tout. Il préside aussi le comité des finances de la CAF. Donc il tient aussi les cordons de la bourse du football africain. Cette concentration de pouvoir politique, financier et sportif, ça lui donne un levier d'influence colossal. On comprend mieux pourquoi critiquer le Maroc devient soudainement très compliqué. Et j'imagine que la Coupe du Monde 2030, co-organisée par le Maroc, c'est la pièce maîtresse de cette stratégie. C'est le facteur décisif. Le Maroc organise l'événement le plus prestigieux et le plus rentable de la planète, avec l'Espagne et le Portugal. Pour la FIFA, c'est vital que l'image de ce partenaire soit impeccable. On ne peut pas avoir un futur hôte de Coupe du Monde qui se traîne une réputation d'anti-jeu et de chaos, tu vois. Donc le prix du fair play, c'est une opération de com. C'est une opération de blanchissement d'image, pour être précise. Reconnaître les hors-sombres utilisés en finale de la CAN, ce serait une publicité désastreuse. Ce prix, il sert de vernis. C'est une façon de dire au monde entier « Regardez, tout va bien, le Maroc est un exemple de sportivité ». C'est une manière de protéger un investissement aussi. Les sources parlent de 1,4 milliard de dollars engagés juste pour la rénovation des stades. La FIFA protège son partenaire, mais elle protège surtout son propre produit. Les sources évoquent un dernier levier, plus discret. Elles appellent ça la diplomatie hôtelière. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est peut-être la facette la plus subtile, mais aussi la plus efficace. Le Maroc, avec ses infrastructures de pointe, s'est positionné comme un État donateur pour le reste du football africain. La fédération marocaine accueille gratuitement, tout au long de l'année, plus d'une douzaine d'équipes nationales africaines pour leurs stages. Des pays qui n'ont pas les moyens de s'offrir de telles installations viennent s'entraîner au Maroc, tout frais payés. Et dans le monde des votes de la CAF, où chaque fédération a une voix, j'imagine que cette générosité n'est pas tout à fait désintéressée. Absolument pas, elle achète la loyauté. Et surtout, elle achète le silence. Quand le pays que tu vas affronter paie tes hôtels, tes terrains, tes repas, ça devient très difficile de critiquer ouvertement ces méthodes. C'est un soft power redoutable qui verrouille le système de l'intérieur. Quand on met tout ça bout à bout, le Towelgate, la réaction d'Infantino, la pression sur les arbitres, le pouvoir de Lekidja, cette diplomatie, la victoire du Sénégal, elle relève presque du miracle en fait. Ils n'ont pas seulement gagné contre 11 joueurs, ils ont gagné contre tout un système. C'est exactement l'analyse qui ressort. C'est une victoire immense pour la force mentale des joueurs sénégalais. Mais c'est une défaite cinglante pour la gouvernance du football.
En donnant le prix du fair play à une équipe qui a, selon nos sources, systématisé l'anti-jeu, la CAF et la FIFA ne font pas que fermer les yeux. Elles créent un précédent dangereux, elles légitiment ces pratiques. Le risque, à la fin, c'est que la compétition elle-même perde de toute sa valeur. Si le résultat semble orienté par des forces extérieures, la CAN perd son âme, quoi. Elle risque de devenir une simple vitrine politique. Une cérémonie où le football n'est qu'un prétexte à des manœuvres en coulisses. Et le vrai perdant dans tout ça, c'est le sport. Notre analyse, qui se base sur ces documents, se concentre vraiment sur les actions de ces instances, sur les systèmes d'influence. Et ça nous laisse avec une question. Une question assez vertigineuse pour l'avenir. Oui. À une époque où les grands événements sportifs sont devenus des outils de nation branding, indissociables d'enjeux géopolitiques et financiers colossaux, est-ce que l'intégrité sportive a encore une chance de survivre ? Quel garde-fou peut-on imaginer pour empêcher que l'influence d'un pays hôte ne prenne le pas sur le principe même du fair play ? C'est une question qui dépasse largement le cadre de cette finale. Elle concerne l'avenir du sport mondial. Et pour l'instant, elle reste tristement ouverte.